Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui le colonel Jacques Hoggard, ancien officier supérieur de l'armée française, qui a longtemps servi notamment dans les Balkans, et qui vient de publier aux éditions Hugo Doc un livre didactique très intéressant, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, et un livre qui se distingue de la littérature sur le sujet par le fait qu'il n'épouse pas toutes les doxas du moment. Alors, vous analysez, colonel, cette guerre en Ukraine à partir de facteurs historiques et de facteurs géopolitiques. On peut peut-être commencer par les facteurs historiques, c'est-à-dire finalement les conséquences du XXe siècle, les conséquences du poids qu'a eu l'URSS sur l'histoire ukrainienne au XXe siècle. Oui, en fait, ce que j'ai voulu essayer de dire, parce que c'est condensé, c'est un résumé, on peut reprocher au livre d'être un résumé, mais c'était un peu le but, pour nos concitoyens qui ne savent rien ou pas grand-chose, c'est effectivement l'histoire de l'Ukraine. Alors, je cite dans le livre Benoît Méchain, parce que Benoît Méchain a quand même écrit ce livre « Ukraine, le fantôme de l'Europe », qui est très intéressant à relire a posteriori maintenant, compte tenu des événements, parce qu'on s'aperçoit que l'Ukraine, finalement, il le dit quelque part, est-ce que l'Ukraine existe bien vraiment? Et donc ça, c'est à mon avis le point de départ. L'Ukraine que l'on connaît aujourd'hui, c'est un État, c'est indiscutable, c'est donc un pays avec des frontières internationalement reconnues jusqu'à présent, mais est-ce une nation? J'en suis pas si sûr. Donc ce n'est pas, à mon avis, un État-nation, et c'est bien son problème. Je pense que l'Ukraine est un pays qui, dans l'histoire tourmentée de l'Europe au cours des siècles, mais en particulier au XXe siècle, des périodes d'indépendance extrêmement courtes dans son histoire, et surtout le rassemblement sous une même étiquette. Alors Ukraine, c'est la Kraïna, hein, c'est les marges de l'Empire russe en particulier, dans le cas présent, mais on voit bien qu'il y a deux Ukraines en fait, qu'il y a une Ukraine russophone, je ne dirais pas russophile, c'est encore autre chose, mais russophone et orthodoxe. Et puis on a une Ukraine de l'Ouest, en particulier la Galicie, qui a été sous influence austro-hongroise, polonaise, lituanienne, etc., et qui elle est catholique et qui n'est pas du tout, je dirais, avec les mêmes références, culturelles, sociologiques que l'Ukraine de l'Est. Alors, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est cette soif d'indépendance, en particulier de l'Ukraine de l'Ouest, je dirais, qui l'a amené à voir, au moment de l'opération Barbarossa déclenchée par Hitler contre la Russie, la rupture du pacte germano-soviétique, comment dirais-je, l'opportunité pour cette Ukraine de l'Ouest de rêver de son indépendance à l'abri de la puissance hitlérienne. Alors ça a donné le résultat qu'on connaît. Finalement, victoire de l'URSS, Staline reprend en compte tout ça. Et bien entendu, la posture de l'Ukraine de l'Ouest, enfin, il ne faut pas généraliser parce que c'est plus complexe que ça, mais d'une partie de la population ukrainienne à l'Ouest, a été d'entretenir le mythe, le mythe de la puissance hitlérienne, des nazis, etc. Et d'où l'émergence d'un certain nombre de groupuscules. Je crois que Conflit en avait très bien parlé dans un article que je cite dans mon livre. Et en réalité, ces groupuscules vont prendre de l'importance avec la chute de l'URSS, le rapprochement, la société ukrainienne qui oscille entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie, avec laquelle elle a tant de rapports économiques en particulier, mais aussi de rapports culturels pour sa partie Est. Kiev, c'est quand même là que l'Empire russe s'est fondé. Avant Moscou, on parlait de la Russie kievienne. Et donc, il y a cette espèce de radicalisation d'une partie de la population ukrainienne à l'Ouest,
les bascules électorales que l'on connaît, l'histoire récente, et puis finalement ce putsch de Maïdan en 2000. Alors la révolution orange en 2004, qui est quand même pas neutre, parce qu'on voit bien que les Américains ont déjà là leur stratégie parfaitement décrite par Brzezinski dans le Grand Échiquier, déjà leur stratégie d'isoler la Russie de l'Europe et de couper l'Europe de la Russie, et pour des raisons stratégiques et économiques. Mais finalement, l'Ukraine moderne, l'Ukraine héritée des frontières de l'Empire soviétique, la République soviétique d'Ukraine, va souffrir de ce fait majeur. Elle n'est pas un État-nation. Elle est le conglomérat de populations qui sont quand même extrêmement différentes les unes des autres. D'où cette guerre civile qui démarre en 2014 après le putsch de Maïdan, et dont on connaît les résultats 10 ans après, puisque 8 ans après, en 2022, Poutine lance l'opération spéciale, qui est en fait la guerre, hein, tout simplement. Voilà. Et donc j'ai pensé que c'était très intéressant de braquer un projecteur un peu sur tout ça, parce que les gens ne le savent pas, en fait, l'ignorent. Alors ça m'a amusé d'exhumer des tas de choses, comme par exemple cette fameuse interview de Simone Veil, pas la philosophe mais l'autre, celle de l'avortement si je puis dire, avec le père Desbois, s'intéressant à l'épuration ethnique des Juifs en Ukraine, mais qui avait démarré bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit bien que tout ça, c'est un espèce de terreau, de fond qui après a donné, avec la situation qui s'est envenimée, qui a donné les affrontements actuels. Alors, quelle est la part des responsabilités américaines dans ce qui a pu pousser Vladimir Poutine à déclencher la guerre il y a 2 ans? Ce que j'ai vraiment voulu dire dans ce livre, le message que j'ai voulu vraiment porter, parce que je l'avais vécu, moi, à l'époque de la Yougoslavie, et en particulier du Kosovo, en 1999, la machine de guerre de l'OTAN s'est mise en branle, et je pense qu'elle s'est mise en branle dès 2014 en Ukraine. Donc ça veut dire qu'on a envoyé des experts militaires, on a voulu former l'armée ukrainienne, l'otaniser, la reprendre en compte, etc. Et pas que ça, parce que je pense qu'il y a aussi l'américanisation, si je puis dire, de la société ukrainienne, en les faisant miroiter la vie plus facile à l'ouest qu'à l'est, etc. Et progressivement, il y a tout ce travail de fond qui a été fait. Et à mon avis, dont les Russes ne se sont pas vraiment totalement rendus compte, persuadés que non, c'était pas aussi grave, entre guillemets. Et moi, je pense que la volonté américaine, elle est à chercher dans sa stratégie qui a été parfaitement décrite, encore une fois, par Brzezinski, mais aussi à travers un certain nombre de faits concrets. Dès 2014, Victoria Nuland, qui décide de la composition du gouvernement ukrainien, c'est documenté, c'est la vérité, c'est traçable. C'est Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui vient faire des affaires juteuses en Ukraine. Ce sont les grands groupes agroalimentaires américains qui vont s'emparer d'à peu près 50%, 60% des terres arables ukrainiennes qui sont le grenier à blé de l'Europe, etc., etc. Et donc, je pense que... et puis l'OTAN, il faut revenir sur l'OTAN, dont dès 2016 ou 2017, Poutine dit « ce n'est pas moi qui vais vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui monte vers nous de manière... Et là, les exemples abondent, hein, jusqu'à l'adhésion un petit peu ridicule, à mon sens, du Monténégro en 2019, où pour une petite armée de 5000 hommes, mais on lui dit « venez quand même dans l'OTAN ». Pourquoi? Simplement parce que c'est symbolique. Un peuple slave, un petit État slave de l'Europe du Sud, qui rejoint l'OTAN. Il y a eu la Bulgarie, etc. Mais là c'est vraiment une démonstration. L'OTAN s'étend. Est-ce que c'est pas aussi la conséquence que pour les Américains, la Serbie est une sorte de petite Russie? Oui, bien sûr. Qu'il faut fracturer. Oui, bien sûr. La Serbie, alors la Serbie, elle a payé plusieurs choses. Elle a payé d'avoir été la Yougoslavie communiste. C'est pas forcément ce que je regrette davantage le plus dans sa disparition, mais la Serbie a été le cœur
Alors là, je pense qu'il y a une double responsabilité, américaine et allemande. Allemande, quand l'Allemagne est le bon élève à ce moment-là de l'OTAN, des Américains. Et puis, l'Allemagne a un compte à régler. Le compte à régler, c'est... On en revient toujours à cette fameuse Deuxième Guerre mondiale, aux oppositions entre Croates et Serbes. Les Croates étaient les alliés des Allemands. Les Croates étaient les alliés des Allemands. Les Serbes étaient, en tout cas... pas les alliés, alors les alliés des Britanniques, des Américains et des Français au démarrage, et puis ont été un peu abandonnés par les alliés, il faut le dire. D'où la victoire de Tito en finale contre l'armée royale yougoslave, la résistance royale yougoslave, menée par Mihailovic. Mais on voit bien que tout ça s'emboîte, c'est très interdépendant. Et bien sûr que, comme, à mon avis, on peut dire que c'est une espèce de répétition grandeur nature. Seulement, ce qui s'est passé au Kosovo en 1999 n'aurait pas été possible aujourd'hui avec la Russie d'aujourd'hui. Et ça, il faut le rappeler, parce que le 99, la Russie est défaite, Yeltsin est un peu perdu, il n'y a plus de force militaire conséquente. Alors, il y a juste une opération un peu pour sauver l'honneur, qui est le déploiement de la brigade russe de Bosnie-Herzégovine, qui dans la nuit fait la route et se déploie sur l'aéroport de Pristina pour faire la nique aux Anglais, si je puis dire. Voilà, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et pourquoi ? Parce que la Russie, à ce moment-là, n'est pas en état de bouger. Aujourd'hui, ça a changé. Et Poutine n'avait pas l'intention de se laisser faire, c'est certain. Alors, ça a changé, pour autant... les temps sont plutôt difficiles. Les premiers temps de la guerre sont plutôt difficiles pour les Russes, oui. Par rapport aux objectifs affichés, qui étaient une percée éclair sur Kiev. Ou tels qu'ils avaient été analysés. Vous savez, il y a un débat là-dessus, hein, et je ne sais pas quelle est la vérité, on le saura peut-être un jour, mais certains disent non, mais Poutine et ses généraux ont fait un calcul erroné en se disant que ça allait être une marche triomphale vers Kiev, où ils allaient faire tomber le pouvoir de Zelensky et rétablir un gouvernement finalement russophile, comme c'était le cas jusqu'en 2014. Et ça, c'est une hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. Elle est possible, hein, parce que est-ce que l'état-major russe a pris conscience à temps de l'évolution d'une partie de la société et de la population ukrainienne, je ne sais pas. On peut en douter. Mais il y a aussi l'autre théorie qui dit que cette marche vers Kiev, c'était une fausse marche. C'était destiné à concentrer des efforts pour mieux agir ensuite au sud. Alors, moi, il y a quand même une chose qui ne m'échappe pas et qu'il faut souligner, c'est que le rapport de force, si vous voulez, au départ de cette campagne, de cette guerre, parce qu'il faut l'appeler par son nom, il y a un Russe contre 3 Ukrainiens. Hein. Donc, je pense, moi, plutôt que les Russes pensaient qu'ils allaient avoir un ralliement même, je pense, des forces ukrainiennes massif, un renversement du régime. J'imagine ça plutôt, mais je peux me tromper. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas toujours... est-ce que les États autoritaires, on peut dire que la Russie joue plutôt cette carte, carte du libéralisme, est-ce qu'il n'y a pas quand même une faculté chez les États autoritaires de s'auto-aveugler par excès de confiance en soi, de confiance en soi, ou dans sa cause, par difficulté à expliquer à sa hiérarchie que certains... Oui, bon, c'est possible. Je vous dis que je ne connais pas assez... je connais quelques généraux russes que j'ai pu rencontrer en Russie au cours de mes déplacements là-bas, mais je ne connais pas bien l'armée russe. Vous pourriez interroger quelqu'un comme le général Jean Morin qui a fait l'école de guerre russe, qui a passé 3 années là-bas comme attaché de défense, il vous en dirait davantage. Et d'ailleurs, c'est pas tellement là-dessus que j'ai braqué mon projecteur à moi, parce que moi, ce qui m'apparaissait évident, c'est qu'on voulait faire porter la responsabilité totale de cette guerre à la Russie, et qu'elle avait quand même des excuses, si je puis dire. Et les excuses, j'ai essayé de les détailler dans ce livre. Il y a quand même une part de responsabilité active et consciente, à mon avis, des États-Unis d'Amérique et de leur bras armé qui est l'OTAN. Et puis, une espèce de responsabilité
passive qui peut devenir active de l'Europe, enfin de l'Union européenne et des pays qui la composent. On a quand même l'impression d'un grand flou artistique sur les lignes de force stratégiques de la France, puisqu'au début, Emmanuel Macron semblait vouloir faire au début de son premier mandat, voulait faire un partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Russie. Et aujourd'hui, il se fait le fer de lance, le leader, pour employer un mot anglais, de la volonté de l'Europe d'en imposer au moins dans le rapport de force à la Russie. Oui. Oui, je pense que c'est un peu dans le personnage. Vous savez, je le dis dans le livre, les Russes, les médias russes ont inventé un mot, macroné. Macroné, ça veut dire aller un peu en tous sens et pas très bien savoir ce qu'on veut dire, mais dire un peu tout et son contraire. Je pense que c'est un peu le cas, hélas, de Emmanuel Macron. Quand il est arrivé au pouvoir, j'étais, je veux dire, moi-même personnellement un peu méfiant, mais je me souviens de cette réception de Poutine à Versailles. Et puis l'été suivant ou l'été d'après, je crois, la visite de Poutine au fort de Brégançon pendant l'été. Et je me suis dit, on a peut-être quelqu'un d'intelligent qui comprend finalement, à la suite de Chateaubriand, qu'il avait dit en son temps, ça a été repris par De Gaulle, mais ça a été aussi repris par l'académicien André Machin, qu'en fait, la France et la Russie, qui n'ont pas de frontières communes, qui n'ont pas d'espace commun en jeu, je dirais, de rivalité, aux deux extrêmes de l'Europe, à l'ouest comme à l'est, ont un rôle à jouer fondamental pour la stabilité de cette Europe. Et Chateaubriand, qui le dit le premier, de manière très claire, dans les mémoires d'outre-tombe, et je pense que ça vaut la peine d'être médité. Ça vaudrait la peine d'être médité par nos politiques et nos pseudo-diplomates d'aujourd'hui, parce que je pense qu'aussi la diplomatie française est en ruine. Et ça, c'en est un exemple tragique, mais réel. Alors, si la diplomatie française est en ruine, ou si elle est à vos yeux, beaucoup d'observateurs sont quand même très gênés aujourd'hui devant le florilège, et nous avons pu le relever dans notre propre revue Omerta qui est actuellement en kiosque, d'erreurs de gens que vous connaissez très bien, qui sont des officiers généraux ou supérieurs français, qui s'étalent tous les jours sur les plateaux de télévision, notamment sur certaines chaînes d'information que nous ne citerons pas ici par charité. Oui. Comment peut-on expliquer, je crois que ce n'est pas très difficile de le faire, mais qu'est-ce que cela entraîne chez vous comme réflexion? Alors, je ferai comme vous à propos des chaînes en question, je ne citerai pas leurs noms, mais ils se reconnaîtront. En fait, j'en connais un certain nombre personnellement, je connais depuis très longtemps pour certains d'entre eux. Et je trouve ça dommage parce que pour certains d'entre eux, je les prenais pour des garçons intelligents et courageux et indépendants et libres d'esprit. Et malheureusement, je constate le contraire. Je crois qu'il y a une espèce de forme de politiquement correct qui s'est imposée dans les armées françaises avec le rapprochement de l'OTAN, voulu par Chirac, orchestré par Sarkozy, le retour dans le commandement intégré, la faculté pour les officiers de l'OTAN, en particulier américains, de réinvestir les états-majors français, des échanges. Vous avez des grandes unités françaises aujourd'hui, dont le commandant en second est un officier britannique ou américain ou allemand, et lycée de Versailles, si je puis dire vulgairement. Donc je pense qu'il y a une espèce d'otanisation des cerveaux qui s'est faite insensiblement. Et alors plus vous grimpez dans la hiérarchie, plus cette otanisation des cerveaux est patente, je veux dire. Vous la voyez, vous la constatez. Et ça amène ces gens-là, qui devraient avoir une position beaucoup plus distante, comme par exemple dans l'armée italienne, les grands chefs de l'armée italienne regardent tout ça avec un peu plus de distance, et ça me paraît souhaitable. Le soldat, le grand chef militaire n'est pas là pour dire amen au pouvoir politique quand il se trompe. Il est là pour le mettre en face de ses responsabilités, quitte à aller jusqu'à la démission si c'est intenable. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a fondamentalement une espèce
d'habitude de la discipline qui rend... Foch disait que quand il entend les talons claquer, il voit les esprits se fermer. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça, parce que plusieurs fois, nos grands chefs ont dit qu'il est important que les militaires d'un certain rang, d'une certaine expérience, puissent s'exprimer librement. Et en réalité, quand ils le font, ils sont sanctionnés. On pourrait citer par exemple je ne vais pas donner de nom non plus. Oui. Et puis il y a une autre... alors là, vous parlez très bien des généraux, mais on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre d'officiers qui étaient jusque-là connus pour leurs travaux sur la tactique s'imposent en grands stratèges. Oui, je vois qui vous visez en particulier. Sans être, là aussi, on restera charitable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une manipulation journalistique qui est d'aller chercher quelques écrivains militaires qui avaient jusque-là... qui étaient plutôt historiens militaires, qui étaient plutôt des historiens militaires, et qui sont mis sur le devant de la scène comme des experts. Bien sûr. Ce qui ne sont pas. Ceux qui ne sont pas, et qui les conduit à dire des bêtises. Et moi, j'en suis le premier malheureux, parce que l'un d'entre eux m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, etc., alors que je n'ai absolument rien contre lui en tant que personne. C'est même plutôt un garçon pour qui j'ai une certaine estime ancienne et amitié ancienne. Et je trouve que c'est extrêmement dommage, et vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que je pense que c'est la vraie raison. Alors il y en a d'autres où c'est plus pathologique, le goût des caméras, des projecteurs, etc., et qui racontent alors là n'importe quoi. J'en vise un en particulier qui est pour moi l'exemple de mytho-mégalomanie ou mégalo-mythomanie, enfin comme vous voudrez, voilà, la notoriété télévisuelle, entre guillemets, les attire. Voilà. Il faut rappeler que tous les officiers français ne sont pas destinés à devenir des experts géopolitiques ou des experts stratégiques. Ni des experts en communication. Ni des experts en communication. Voilà. Ni des experts en communication, et que le premier rôle d'un soldat est de faire la guerre. Le premier rôle d'un soldat est de faire la guerre, et tout à fait, vous avez raison de le rappeler. Et ça implique un certain nombre de valeurs de fond, qui est de ne pas raconter des salades, si je puis dire, vulgairement. Mais vos auditeurs comprendront. Vous, après votre carrière militaire, vous vous êtes tourné vers l'expertise stratégique, géopolitique. Qu'est-ce qui a d'ailleurs déclenché chez vous cette volonté d'avoir une seconde vie Écoutez, je veux dire, moi j'ai vécu deux événements de ma fin de carrière anticipée, en 1994 et en 1999. C'est le Rwanda d'abord et le Kosovo ensuite. Dans les deux cas, j'avais réussi à convaincre quelqu'un comme Pierre Péan du lien qu'il y avait entre ces deux conflits qui n'avaient a priori, en apparence, rien à voir. Et en fait, le premier, le Rwanda en 1994, a été pour moi une prise de conscience brutale. J'ai compris que le monde dans lequel je vivais jusque-là n'était pas celui dans lequel je croyais vivre, et que finalement on pouvait être extrêmement divisé contre nous-mêmes. Je pense que je n'avais pas encore mesuré en 1994 les effets de la chute du mur de Berlin, de la chute de l'URSS, de la nouveau positionnement des États-Unis, les effets du discours de La Baule, dont on pourrait aussi parler parce que c'est quand même un élément très déstabilisateur de toute l'Afrique, etc. Mais j'ai pris conscience. Rwanda, première étape, je prends conscience. Mais ça me choque. Je suis un officier, entre guillemets, heurté de voir que la France est au banc des accusés pour des choses qu'elle n'a pas commises. Et ça me révolte, et j'écris mon premier petit bouquin. Voilà. Et 5 ans plus tard, je suis propulsé au Kosovo comme patron du groupement des forces spéciales. Et alors là c'est l'apothéose, si vous voulez. Parce que si j'ai écrit ce livre sur l'Ukraine aujourd'hui, c'est parce que j'ai très mal vécu cette affaire du Kosovo en 1999, avec la manipulation de la France, la manipulation de l'armée française, dans un ensemble global qui est l'OTAN et l'amitié interalliée, etc., dont j'ai pu constater tous les jours sur le terrain
l'inexactitude profonde. Voilà, donc ça m'a donné envie, ça m'a amené à quitter l'armée française, mais ça m'a donné envie de m'intéresser, alors de rentrer dans le vif du sujet et de m'intéresser à la mécanique qui se trouvait derrière. Et depuis, je suis devenu tout sauf, vous l'avez compris, un otanien convaincu. Je suis même plutôt un pourfendeur de l'OTAN, parce que, pas pour l'OTAN en tant que telle, mais pour le changement de nature de l'OTAN. L'Alliance Atlantique a été créée en 1949 face aux dangers communistes de l'époque, de l'Union soviétique, incarnée par l'Union soviétique. Là-dessus, j'ai absolument rien à dire, parce qu'on était dans un état de faiblesse à tout point de vue, que nous avions besoin du parapluie américain. Mais De Gaulle a très bien compris aussi la nécessité de l'indépendance française. On ne peut pas revenir sur les événements qui ont suivi la fin de la guerre, la MGOT, etc., la prise de pouvoir effective du gouvernement provisoire de la République française, etc., par De Gaulle, les préfets, et la reconstitution d'une armée française à partir de la première armée française du général de Lattre. Mais tout ça, c'est des choses, j'ai baigné dedans dans mon enfance, parce que mon grand-père commandait les Goum marocains en 1944-1945. Mon père était déjà jeune officier et partait pour l'Indochine après la guerre de 1939-1945. J'ai baigné dans tout ça, mais toujours avec un œil plutôt pas hostile aux Américains. Ça m'est venu au Rwanda, et en 1994. Et quand j'ai raconté ça à mon père, donc à l'époque, qui était général en retraite depuis déjà pas mal d'années, il a souri en me disant « Monsieur, ils ne nous ont pas fait de cadeaux, ni en Indochine, ni en Algérie, ni pour démanteler ce qui faisait encore la puissance française de l'époque. En particulier le Sahara, le mettre dans la corbeille de la mariée d'Algérie, etc. Tout ça sont des choses que les Américains ont encouragées. Voilà. Du coup, j'ai des amis américains, j'ai des amis officiers généraux américains pour lesquels j'ai de l'estime et de l'amitié ancienne, basée sur des opérations communes, je pense à la Somalie en particulier. Mais le système, alors là, pour le coup, je le combats, parce que j'estime qu'il est néfaste aux intérêts français et européens, si on veut parler de l'Europe. En tout cas, nous ne pouvons qu'inviter les lecteurs qui ne connaîtraient pas toutes les arcanes de ce conflit, de se procurer votre livre, donc La guerre en Ukraine, aux éditions Hugo Doc. Et mon colonel, merci beaucoup d'être venu présenter ce livre. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mon colonel. Voilà.